une news, une vidéo, célébrée avec Jiba. Bonsoir les amis Planeswalkers, c'est Jiba pour la dernière vidéo sur Eternal Master, puisque toute la liste est tombée aujourd'hui, donc 2 semaines avant la sortie de l'extension, ce qui est d'habitude plutôt une semaine avant la sortie. Vous remarquez, d'habitude c'est une semaine avant les previews, du coup c'est peut-être normal même si on n'a pas de preview, je ne sais pas. En tout cas voilà, toute la liste est sortie et donc je vais vous faire un topo des dernières cartes un minimum intéressantes qui sont sorties. Je laisse quelques communes et quelques unco qui sont pas très utiles de côté. Il y a déjà bien assez de cartes encore à présenter aujourd'hui. Je commence par Arcanis, dit Omnipotent. C'est une carte assez mystique, assez mythique, puisqu'elle vous permet de piocher 3 cartes en s'engageant et qu'elle se protège un peu en se remontant dans la main. Alors c'est pas la carte du siècle, mais c'est une carte qui est quand même assez sympathique à jouer, notamment en limité. Si vous arrivez à piocher 3 cartes par tour, quand même, c'est plutôt pas dégueulasse, n'est-ce pas? On continue avec la cape de Tatou dans son dessin qui avait déjà été réédité, je ne sais plus dans quelle extension. En tout cas, cet enchantement, j'allais dire légendaire, enfin c'est plutôt, c'est un très vieil enchantement qui a été énormément joué et qui est très connu, donc plus 2, piétinement, lien de vie à la créature enchantée. Et ce n'est pas tout à fait le lien de vie, puisque c'est quand la créature inflige des blessures, vous regagnez autant de points de vie. Donc si vous avez lien de vie plus cape de Tatou, vous allez gagner 2 fois des points de vie. Braid Cabal Minion, ça aussi c'est une carte qui est un petit peu mythique. Je peux vous dire que je la joue régulièrement en cube parce que j'adore cette carte. Elle est 2-2 pour 4 et au début de l'entretien de chaque joueur, ce joueur va sacrifier un artefact, une créature ou un terrain. Donc il y a pas mal de jeux où on empêche l'adversaire d'avoir des ressources. On joue Braid pour l'enterrer et pour être sûr que même s'il joue un terrain par tour, il ne reviendra jamais dans cette partie. Une carte vraiment fatigante à jouer contre, mais vraiment dure à jouer avec, hein, l'air de rien. Mais quand vous arrivez à la setup correctement, ça fait des trucs très très rigolos quand vous la jouez, pas quand c'est vous qui vous la prenez, bien sûr. Carrion Feeder, ah, c'est pas une carte qui va vous rappeler grand-chose, sauf si vous jouez avec des listes de cubes assez connues. Enfin, la plupart des cubes, des gens qui ont des cubes que je connaisse, la jouent dedans. C'est une 1-1 pour 1, c'est un zombie. Vous pouvez sacrifier une créature pour le grossir et il ne peut pas bloquer. En tout cas, c'est une très bonne carte dans les jeux noirs aggro et dans les jeux thème zombie. Desperate Ravings, une bonne carte de combo qui est régulièrement jouée en moderne et qui a été un petit peu jouée en Legacy aussi. Donc vous piochez en éphémère 2 cartes et vous vous défaussez d'une carte au hasard et vous pouvez la flashbacker pour 2, pardon, 2 incolores et un bleu. Et c'est une carte qui rentre très bien dans le thème donc on a vu avec Burning Vengeance et le thème bleu-rouge spell du draft et du scellé de l'extension. Contrainte, classique, efficace, toujours joué dans tous les formats. Et dans son dessin, qui date de quand celui-là? Magic 2010, je dirais. C'est un des dessins des plus récents de Duress. Eight and Half Tails, alors c'était pour faire un peu de surenchère sur Naruto, hein. Il y avait le renard à 7 queues, lui il en a 8 et demi. Et on peut voir dans son type que c'est également un renard, n'est-ce pas? Donc c'est juste une bonne créature qu'on a souvent vue dans les jeux blancs. Il est 2-2 pour 2, il peut donner la protection d'une couleur, du blanc, pardon, à un permanent que vous contrôlez, et un sort ou un permanent, un sort également, donc c'est assez important, peut devenir blanc jusqu'à la fin du tour. Donc par exemple, on vous foudre ce petit renard, il va dire bah en fait ta foudre elle est blanche et moi je suis protégé du blanc, et là boum, il se passe plus rien. C'est assez infernal à jouer contre, c'est une très bonne carte. Crocodile Empereur. Alors ça, j'ai commencé Magic avec cette carte, donc je voulais juste la montrer vite fait. À l'époque, c'était une rare, et maintenant c'est tellement moins bien par rapport à ce qui se fait actuellement que c'est devenu une commune. Voilà, c'était juste pour ça. On a gardé le dessin de l'époque, le dessin de Urza, si je ne m'abuse. C'est incroyable, 5-5 pour 4 à l'époque, c'était énorme. Surtout que son défaut n'était pas si incroyable que ça, et pourtant maintenant ce n'est plus qu'une commune. Fait ou fiction, dans son dessin original, si je ne m'abuse, une carte mythique de pioche. Vous allez révéler les 5 cartes de votre bibliothèque. Votre adversaire va séparer ces 5 cartes en 2 tas et vous allez choisir le tas que vous voulez prendre dans votre main. Une excellente carte.
Faceless Looting, toujours dans le thème de tous les jeux rouges, potentiellement rouge-bleu, qui vont avoir un petit peu de combo, qui vont avoir envie de retrouver certaines cartes de leur jeu le plus rapidement possible. Piocher 2, défausser 2 avec un flashback pour faire un petit peu de card advantage quand même grâce au flashback. Une très bonne carte qui est souvent jouée. Future Sight, là c'est plus pour le côté éternel de cette carte. C'est une carte qui a quand même beaucoup marqué les esprits à l'époque. C'est un enchantement pour 5 qui fait que vous allez révéler, vous allez jouer pardon, avec la carte du dessus de votre bibliothèque révélée et vous avez le droit de jouer cette carte comme si elle était dans votre main. Donc ça vous permet de faire du card advantage assez facilement, de jouer avec le dessus de votre bibliothèque potentiellement. Alors bien sûr si vous avez deux terrains de suite, vous n'allez pas pouvoir vous allez pas pouvoir les jouer, mais vous allez potentiellement avoir une main à plus une au minimum carte. Glare of Subdual, c'est l'opposition vert-blanche, parce qu'opposition mono-bleu c'est vraiment beaucoup trop fort, du coup ils ont décidé d'imprimer celle qui est blanc-verte. Vous allez donc pouvoir engager une créature dégagée que vous contrôlez pour engager un artefact ou une créature. Ah, c'est beaucoup moins fort qu'opposition, en fait vous pouvez même pas engager les terrains. Ouais, du coup c'est vraiment beaucoup moins fort, parce que engager les terrains à l'entretien de votre adversaire ou durant sa phase de pioche, ça fait des trucs qui l'empêchent généralement de jouer son tour et vous pouvez créer un lock avec l'opposition qui l'empêchera tout simplement de revenir dans la partie. Héritage druide, si je ne m'abuse, c'était une unco avant, c'est pas si rare parce que c'est une carte qui vaut cher, qui est très recherchée pour les jeux combo elfes. Ça s'engage avec... alors, vous engagez 3 elfes, pardon, dégagés que vous contrôlez, vous ajoutez 3 mana verts à votre réserve. Ça se joue avec la 2-2 points, qui n'a d'ailleurs pas été réédité, qui fait que quand vous jouez un sort vert, vous pouvez la dégager. Et donc dans des combos qui vous permettent de faire beaucoup de mana, de cracher littéralement votre main de tous vos elfes. Si vous avez joué le petit sort qui fait piocher à chaque fois que vous jouez un sort de créature, vous allez piocher les 3 quarts de votre bibliothèque et partir en combo dans le tour. Imperius Perfect, ça c'est plus pour aller dans le thème agressif des elfes. Donc tous vos elfes, tous vos autres elfes gagnent +1/+1 et vous pouvez mettre des jetons 1/1 elfes sur le champ de bataille. Inkwell Léviathan, c'était la carte de kill de tous les jeux avec Tinker. Tinker, c'était un rituel qui faisait sacrifier un artefact, aller chercher un artefact et mettre le jeu en jeu directement. En général, donc, vous allez pouvoir, pour 3 mana, sacrifier un artefact et aller chercher une 7/11 qui ne peut pas être la cible de sa route de capacité et qui a le piétinement et qui est traversée des îles. Ça tue assez vite, l'air de rien. Surtout si vous arrivez à le jouer tour 2 ou 3. Keldon Marauder, une très bonne carte de rouge aggro, c'est une 3/3 pour 2, elle a Vanishing 2, donc elle restera pas longtemps sur le champ de bataille. Par contre, quand elle arrive ou quand elle quitte le champ de bataille, elle inflige 1 à un joueur. Donc si votre adversaire n'a pas de créature pour 2 mana, vous êtes capable de mettre 5 points. Donc c'est le mieux qu'elle puisse faire et au moins bien, il sera bloqué ou géré autrement. Mais en attendant, c'est quand même une très belle menace pour 2 mana. Curd Ape, une 2/3 pour un 1. Si vous avez une forêt, c'est une carte qui va être jouée et qui a été jouée dans tous les jeux Zo et qui est encore jouée occasionnellement. Elfe de Lianovar, c'est juste, voilà, il fallait la rééditer. Donc elle est là, c'est une commune, c'est normal. Ça fait plaisir en tout cas de l'avoir dans cette extension puisque le vert a besoin de beaucoup de mana pour fonctionner, j'ai l'impression. Il y a beaucoup d'unco à 5-6 mana dans le set. Malicious Affliction, une carte de commandeur qui est rééditée là. Ça fait plaisir parce que déjà j'avais envie de la jouer dans mon cube et je ne l'avais pas encore. C'est un très bon éphémère qui fait que quand vous le jouez, si une créature est déjà morte ce tour-ci, vous allez pouvoir copier et choisir une nouvelle cible. Et ça dit détruisez une créature non noire. Donc potentiellement vous pouvez détruire 2 créatures pour 2 mana noirs. C'est quand même assez fort l'air de rien, hein. 2 créatures pour seulement 2 mana. Bon, il y a une petite condition, mais même au pire, hein, ça détruit une créature pour 2, c'est le prix d'une terreur, on va pas trop s'en plaindre. C'est une bonne rare. Memory Labs dans un dessin que je n'avais jamais vu, qui est assez magnifique d'ailleurs, avec toutes ces clés. On voit bien qu'on a fait le... Comment ça s'appelle en français déjà, Memory Labs? On voit en tout cas que la clé sert à débloquer la mémoire, voilà, pardon. Donc si vous contrez un sort, s'il est contré de cette manière-là, vous le remettez au-dessus de la bibliothèque de son propriétaire. Carte qui est souvent jouée dans les jeux tempo et qui est une très bonne carte. Content de la retrouver en commune. Le Mog Fanatique aussi en commun, après avoir fait un petit passage en unco dans certaines extensions. Maintenant qu'il n'y a plus de dégâts dans la pile, il est beaucoup moins bien, donc il redevient commun.
Mug Fanatic, une carte assez mythique aussi de l'époque, hein, une 1-1 pour 1 qui se sacrifie pour mettre 1 à une cible créature ou joueur et qui a un des textes d'ambiance les plus drôles de l'histoire de Magic. Je vous laisse le découvrir et essayer de le comprendre. Si vous ne le comprenez pas, mettez dans vos commentaires, dans les commentaires de la vidéo et posez-moi la question. Mogwai Marshall, encore une carte qui est jouée dans la plupart des cubes, donc l'avoir en commun, ça va permettre de monter beaucoup plus facilement des cubes. C'est une 1-1 pour 2 avec l'écho, donc vous allez devoir repayer son coût potentiellement euh, le tour après l'avoir joué. Mais quand il arrive sur le champ de bataille ou quand il meurt, vous mettez un jeton 1-1 gobelin. Donc potentiellement pour 2, vous avez 2 jetons. S'il reste sur table en payant l'écho, vous allez pouvoir attaquer avec et faire des choses. Et quand il mourra, vous aurez de nouveau un jeton de plus. Mer des Runes, là aussi c'est une carte mythique, cette fameuse 1-1 pour 1 que vous pouvez engager pour donner la protection de la couleur de votre choix à une créature que vous contrôlez. C'était une Unco avant, mais bon, c'est vraiment une très bonne carte. Elle est rééditée dans le dessin. Mince, j'avais oublié, j'avais regardé. En tout cas, il y avait une édition spéciale où ils avaient réédité ce dessin-là, où ils avaient édité ce dessin-là. Alors moi j'ai grandi avec l'autre, donc je préfère un peu l'autre dessin, même si celui-là est assez magnifique. Thérèse Nielsen, forcément c'est typiquement son style de dessin. Et ça fait plaisir de retrouver la mer des runes dans cette extension. Nécratal aussi, une carte assez mythique qui sera probablement jouée dans votre cube si vous en montez un. Une 2-1 First Strike, donc initiative, pardon, et quand elle arrive sur le champ de bataille, vous allez détruire une créature non noire, non artefact. Elle ne pourra pas régénérer. Une très bonne 2-1 initiative pour 4-1. Pilgrim's Eyes a été pas joué dans pas mal de jeux également pour sa capacité à aller chercher des terrains. Donc c'est simplement une 1-1 pour 3 vol qui va chercher un terrain basique. Prismatic Lens, joué dans beaucoup de jeux qui ont besoin de couleurs et qui ont besoin de se fixer et qui ont beaucoup de besoin de s'accélérer également. C'est un artefact pour 2 qui fait du mana incolore quand vous l'engagez, mais vous pouvez aussi payer 1 et l'engager pour ajouter un mana de la couleur de votre choix. Rancœur, encore une carte mythique, c'est un enchantement qui donne +2/+0 et le piétinement et qui se récupère dans votre main quand la créature meurt. C'est limite trop fort comme carte, n'est-ce pas? Relic of Progenitus, une très bonne carte anti-jeu qui utilise le cimetière et anti-Tarmogoyf aussi, hein, dans pas mal de formats, à l'air de rien. Elle est aussi là surtout pour ça. Vous pouvez l'engager pour exiler une carte d'un cimetière du joueur ciblé et vous pouvez aussi payer 1, l'exiler et exiler les cartes de tous les cimetières, puis piocher une carte. Donc c'est aussi vraiment fort parce que ça vous permet de se remplacer après, une fois que vous allez utiliser sa deuxième capacité. Le Siege Gang Commander, probablement un des gobelins les plus balèzes de l'histoire des gobelins, qui a été joué même dans les jeux pas gobelins. C'est une 2-2 pour 5, il arrive avec 3 jetons 1-1 gobelin, et vous pouvez sacrifier n'importe quel gobelin pour mettre 2 à une cible créature ou joueur en payant 2 mana. C'est très fort, c'est vraiment une très bonne carte. Je l'ai beaucoup joué à l'époque avec Sir Lydian qui vous permettait en plus de la récupérer du cimetière avec les 3 jetons et tout, c'était un peu ridicule comme combo. Mais c'était très efficace. Sphinx of the Steel Wind, là je vous la présente aussi parce que c'est une carte qui est assez communément jouée dans les cubes, soit avec Tinker pour aller chercher, comme on a vu tout à l'heure, un artefact et le mettre directement en jeu, soit dans les jeux réanimateurs, puisque vous allez pouvoir la récupérer de votre cimetière, et c'est quand même une 6-6 vol. First Strike, pardon, initiative, vigilance, lien de vie protégé du rouge et du vert. C'est protégé d'un peu de tout, ça fait tout. Et en plus, ça fait gagner des points de vie. C'est une très bonne carte. C'est généralement game over pour chaque jeu aggro qui va se la prendre un petit peu tôt dans votre jeu réanimateur. Même si souvent la carte la plus utilisée, la plus classique pour la réanimer, c'est perdre autant de points de vie que son coût de mana. Donc vous allez perdre 8 points de vie pour la remettre en jeu, mais vous allez gagner 6 par tour. Donc c'est pas très grave. Sword to Plowshare, comment elle s'appelle en français, mince, j'ai Retour au pays, voilà, j'ai cherché un truc avec épée, non c'est Retour au pays. Vous exilez une créature, son contrôleur gagne autant de points de vie que sa force. C'est une carte qui est jouée énormément en Legacy, donc forcément ça fait plaisir, c'est vraiment le but de cette extension, hein, de rééditer ce genre de carte. Donc c'était un classique, on s'attendait à l'avoir, on l'a vu, ça fait plaisir. Trigon Predator aussi, ça a été relativement joué à une époque. Alors, si c'était en Legacy aussi, je me souviens à l'époque où j'avais essayé de jouer des jeux
Stax, qui était surtout rigolo pour moi, mais même si on faisait plus de draw que je faisais plus de matchs nuls que de parties gagnées. Mais c'est donc une 2-3 vol, et quand elle inflige des blessures de combat à un joueur, vous pouvez détruire un artefact ou un enchantement que ce joueur contrôle, donc c'est vraiment, vraiment balèze. Ça vous permet de vous débarrasser de beaucoup de choses embêtantes. Le mur of Omens, Omen, comme on dit chez nous, c'est une 0,4 défendeur, mais quand elle arrive en jeu, vous piochez une carte. C'est une bonne cible pendant longtemps en moderne à l'ange de la restauration pour simplement la blinker et repiocher. C'est aussi un mur qui va vous permettre de bloquer pas mal de sorties aggro et qui vous fait piocher, donc c'est tout bénef, hein. On la retrouve en onco comme elle a toujours été, donc normal, on va dire. Je vous ai mis ce terrain puisqu'ils ont réédité le cycle de 2 terrains, des 10 terrains qui arrivent en jeu engagé, qui vous font gagner un point de vie et qui font 2 couleurs différentes. C'est peut-être la carte la moins flavor, comme on dit, la moins dans le thème Eternal Master. C'est un peu dommage, mais bon, c'est comme ça. Ils avaient besoin d'un cycle de terrain pour fixer un peu les couleurs et pour aider le limiter. On se posait la question s'ils n'auraient pas dû rééditer les Painland, tous ces terrains qui arrivent et qui peuvent faire soit un incolore, soit un mana de 2 couleurs différentes, mais en payant un point de vie systématiquement. Euh, Ils ont décidé de jouer ces terrains-là plutôt. C'est un choix. Voilà, c'est les cartes les moins Eternal Masters du set, mais bon, il fallait bien des cartes pour le limiter, donc ils ont choisi ces cartes-là. On arrive bientôt au bout et on arrive sur une des cartes qui a probablement le plus beau dessin, je trouve, de l'extension, Winter Orb. La carte qui a été révélée genre juste au moment où j'appuyais envoyer sur YouTube pour ma vidéo de jeudi soir. C'est un artefact mythique qui a très très longtemps été joué dans beaucoup de jeux. Tant qu'il est dégagé, les joueurs ne peuvent pas dégager plus d'un terrain par tour. À l'époque, le texte était un petit peu différent parce qu'en fait, les règles de base de Magic prévoyaient qu'un artefact engagé perde ses capacités. Donc le principe, c'est que vous jouez Winter Orb, votre adversaire ne pouvait pas dégager ses terrains, donc vous le jouez à un moment, enfin il peut en dégager qu'un, mais vous le jouez à un moment où il a quasiment tout engagé. Du coup, paf, il perd grosso modo son tour, et vous avez un moyen pour engager votre Orbe de l'hiver, du coup tout dégager à votre entretien, et vous battre contre un adversaire qui a qu'un mana par tour ou qui gagne qu'un mana par tour, pendant que vous avez toutes vos ressources. Généralement, ça donne un avantage plutôt correct, n'est-ce pas? En plus, elle a donc été rééditée dans un dessin, mais genre, il est fantastique, je le trouve vraiment magnifique. J'ai pas vu de cartes qui permettent de l'engager facilement pour le limiter. Mais voilà, ça fait plaisir de retrouver cette carte. C'est possible de la mettre dans votre cube si vous avez envie de jouer des cubes un peu avec des jeux un peu chiants pour vos adversaires. C'est une bonne carte. Worn Power Stone, encore une carte que j'ai mis parce que si vous montez un cube, elle sera dedans. C'est un artefact pour 3 qui arrive en jeu engagé et qui peut s'engager pour ajouter 2 incolores, un très bon producteur de mana. Et Xantid Swan, une carte qui est jouée dans certains sides en Legacy, notamment dans certains jeux Storm par exemple. C'est une 0-1 vol pour un mana. Vous allez dire à quoi ça sert? En fait, quand il l'attaque, le joueur défenseur ne pourra pas jouer de sort ce tour-ci. Et donc en fait, quand on dit de sort, c'est surtout en fait de contre-sort. En fait, ça va vous permettre de partir en combo tranquille à partir du moment où vous avez commencé à attaquer avec cette carte. Donc souvent, vous allez le jouer tour 1, votre adversaire va avoir 1 ou 2 tours pour la gérer. Et s'il ne la gère pas, vous l'attaquez avec, voilà, il ne peut pas jouer de sort ce sortie, vous pouvez dérouler votre combo sans avoir aucune interruption, donc en étant vraiment complètement tranquille. Donc une carte qui est beaucoup jouée dans les jeux contrôle, de combo en side. Je crois on finit pas, on a encore quelques cartes. Young Pyromancer, qui est une bonne carte qui est jouée dans pas mal de formats. Donc c'est une 2-1 pour 2 qui fait que quand vous jouez un sort d'éphémère ou de rituel, vous allez pouvoir mettre un jeton 1-1 élémental sur le champ de bataille. Donc ça va vous permettre d'avancer dans tout ce qui est, dans tout ce qui est pression sur votre adversaire tout en jouant des sorts comme contre-sort, comme foudre pour gérer le champ de bataille de votre adversaire et ses points de vie. Zilus Persecution, encore une carte qui a été pas mal jouée, mais surtout en standard à l'époque, qui va pas mal dans pas mal de thèmes jetons qui sont dans Eternal Master, dans le Limited Eternal Master. Jusqu'à la fin du tour, les créatures que vous contrôlez gagnent +1/+1 et celles de vos adversaires gagnent -1/-1. Donc c'est plutôt une très bonne carte, un bon éphémère et un bon trick ça. Voilà, c'était la dernière carte pour aujourd'hui.
Et je vous invite à aller sur le site de Wizard, là où il y a toutes les cartes qui ont été révélées. Normalement, je vous ai parlé de toutes les cartes importantes. Il y aura peut-être encore une ou deux surprises que si vous vous intéressez à des formats comme le Popper par exemple, où ils ont réédité des cartes où certaines cartes vont a priori baisser de prix grâce à ça, on l'espère. Je vous invite à courir précommander une boîte, il n'y en a pas beaucoup et ça part très très vite. Elles sont aux alentours de ce que j'ai vu chez nous, elles sont aux alentours de 290 euros en précommande. Donc voilà, je ne peux que vous conseiller. Moi j'en ai précommandé une, on va l'ouvrir en vidéo quand je la recevrai. Alors je vais peut-être pas aller la chercher le 10 pile, je verrai, je sais pas. Peut-être que je ne pourrai pas m'en empêcher et que j'irai tout de suite le 10 la chercher. Peut-être que j'irai la chercher plutôt quand je serai dans le coin quelques jours plus tard. En attendant, voilà, j'ai précommandé une boîte et on pourra l'ouvrir tous ensemble en vidéo. N'hésitez pas à laisser des commentaires sur toutes les cartes que vous auriez aimé voir et que vous n'avez pas vues, parce qu'il y a quand même quelques gros absents dans l'extension. Je pense par exemple à Flutterstorm, à la fameuse Liliana A3, ou par exemple au port Rishadan que moi j'aurais beaucoup aimé voir dans cette extension-là. Likez la vidéo, partagez-la comme d'habitude. Voilà. Et pourquoi j'ai pas mis mon petit, voilà, ma petite image de fin, comme ça en plus je peux faire des grimaces en même temps, on s'en fout, on me voit plus. Voilà, likez le YouTube, c'est important. Comme ça, vous allez pouvoir, si vous me suivez sur YouTube, avoir les dernières vidéos directement dans vos mails. Enfin, en fonction de vos choix, hein, vous pouvez choisir de ne le recevoir qu'à la fin de la semaine. Et le Facebook, je poste régulièrement. Le Twitter également aussi. Je fais souvent des petites photos ou des petites remarques. Le Twitch, je Twitch pas tellement en ce moment, mais ça pourrait revenir quand j'aurai enfin une connexion internet meilleure que du 56K. Pour ceux qui n'ont pas connu, c'est avec les modems qui font bip, 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 bip quand vous les lancez. Et voilà, Tipeee. Tipeee, si vous voulez me soutenir, payer mes boîtes Eternal Master par exemple, ou simplement voir plus de contenu, parce que voilà, si je pouvais financer un peu plus de contenu, j'aimerais bien, il y a plein de choses que j'aimerais faire, mais j'ai pas forcément le temps ou la motivation pour ça. Voilà, aidez-moi, tout bêtement. Voilà, c'était la fin qui a duré environ 15 minutes, mais je vous dis à la prochaine, parce qu'il y a encore pas mal de news sur Magic qui arrivent dans les prochains temps a priori. A plus tout le monde!